Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro spécial dédié à la Coupe d'Europe. Vous en avez l'habitude après les numéros de présentation de la Real Sociedad, de la Lazio de Rome, du Ferencváros, qui ne nous ont pas souri pour l'instant puisqu'on est toujours à 1,0 victoire, mais cette fois-ci c'est la bonne et donc j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité qui va nous parler du futur adversaire de l'OGC Nice, c'est le FC Twente. Voilà, il y aura sans doute les deux prononciations lors de ce numéro-là. C'est Enzo Pello, que vous connaissez notamment sur Twitter, mais également en vidéo sur Twitch, il me semble, Enzo, C'est ça, euh, Twitch pour et son YouTube. émission que tu vas nous présenter. Déjà, je te salue. Comment vas-tu? Bah, écoute, Pancho, merci de l'invitation. Ça va super. J'espère que toi aussi tu vas bien. Puis ouais, on va pouvoir parler de cette équipe et de cette confrontation qui sera déjà hyper importante pour les deux clubs. Effectivement, on y reviendra un peu plus tard. Avant de s'attarder, on va dire, plus en détail sur ce match et cette présentation d'équipe, Enzo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais sur les réseaux, ton rapport au football néerlandais également. Bref, voilà, une présentation de manière à ce que les personnes qui regardent ce numéro puissent te découvrir ou apprendre à te connaître. Alors moi, en dehors des réseaux, je suis étudiant en journalisme, alternant au 11 HDF, donc je couvre le LOSC essentiellement et aussi un petit peu Lens, Valenciennes et quelquefois Amiens. Puis sur les réseaux, je parle surtout de foot néerlandais, un petit peu aussi du PSG, enfin du foot en général, mais je suis surtout spécialisé entre guillemets sur le foot néerlandais. Je le suis de base parce que je suis, tombé amoureux de l'Ajax, premièrement en 2017, gros parcours en Europa League, fini en finale face à Manchester United et puis définitivement en 2019 avec, ce parcours, cette épopée en Ligue des Champions, jusqu'en demi-finale. C'est à partir de ce moment-là que petit à petit, avec, ce que pouvait me procurer l'Ajax, je me suis intéressé à tout le football néerlandais et voilà, depuis quelques années maintenant, je suis tout le football néerlandais et donc Twente, donc j'en parle un petit peu sur Twitter et puis, tu en as parlé un petit peu. Mon émission donc enfin mon média, mon émission Box to Box avec, quelques amis, chaque semaine pendant 2 heures, on parle de foot européen, des 7 grands championnats européens. Donc soit de Ligue 1, d'Eredivisie, de Première Ligue, de Liga, voilà, on fait un petit peu le tour de l'actu et de ce qu'on peut voir sur les terrains le week-end. Donc box to box, si vous êtes intéressé par, on va dire, l'actualité globale du football européen, n'hésitez pas à aller checker. Je sais que Flo, qui passe par là, avait notamment fait un numéro il y a quelques temps sur Brighton. Enzo, déjà, donc tu suis le football néerlandais, mais tu es, voilà, comme tu l'as dit, un fan de l'Ajax. L'entraîneur de l'Ajax actuellement, c'est Francesco Faioli. Est-ce que tu peux nous dire un peu deux mots sur son début de saison, ses premières semaines au sein de ce club? Bah, on pourra en parler très longuement, mais je vais essayer de résumer rapidement. Mais déjà, il arrivait dans un contexte catastrophique. C'était une crise à tous les étages du côté de l'Ajax. C'était, une Ajax qui avait tout simplement perdu son ADN et justement le fait que ça soit un non néerlandais qui arrive pour essayer de redresser le club, ça fait un petit peu parler. Moi, j'ai vu, l'essentiel, quasiment tous les matchs de l'OGC Nice la saison passée et malgré le fait que voilà, c'était pas le plus grand spectacle de notre Ligue 1, je trouvais que le profil était assez bien trouvé parce que c'est un entraîneur qui avait une énorme solidité défensive, du côté de Nice, qui manquait cruellement du côté de l'Ajax et puis quand même malgré tout, malgré ce qu'on a pu voir, très souvent sur le terrain, avait quand même une certaine idée du football, dans son projet de jeu avec, voilà, avec quelque chose d'assez cérébral et ça convenait plutôt bien à l'Ajax qui avait besoin de retrouver, justement une identité de jeu qui s'était perdue et qui, on va dire l'idéal de Francesco Farioli correspond assez bien à ce que veut mettre en place l'Ajax et puis ça se retrouve sur le début de saison. On n'a pas toujours des grands matchs. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il a pu proposer du côté de Nice, mais c'est beaucoup moins récurrent. Je veux dire, c'est plus ponctuel. Et on sort surtout d'une semaine assez historique pour l'Ajax, notamment au vu du passif récent avec une victoire dans le Klassieker face au Feyenoord. Le Klassieker qui est l'équivalent du classique OM-PSG aux Pays-Bas. Donc un match très, très, très important pour le club, pour ses supporters et pour les joueurs. Donc ça, c'était mercredi et samedi, victoire face au PSV qui est inarrêtable aux Pays-Bas, qui avait plus perdu depuis mars.
et qui est tombé, face à l'Ajax, donc l'Ajax qui est pleinement relancé, qui est deuxième avec, 5 points de retard et un match de retard sur le PSV et puis, Francesco Farioli qui était déjà, plutôt bien aimé, à Amsterdam avant cette semaine. Aujourd'hui, il est adulé, tout le monde n'a Dieu que pour lui. Eh bien, écoute, c'est très bien. Finalement, nous, on reprend du plaisir avec, dans le jeu, on va dire, avec Francaise, avec les résultats pour l'instant qui suivent. Vous, ça va beaucoup mieux également. Donc tant mieux. On va recentrer un peu la discussion sur l'équipe qui nous préoccupe. C'est donc l'équipe de Twente. Enzo, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Twente, ça représente quoi dans la sphère un peu néerlandaise? On sait que voilà, il y a l'Ajax, il y a le PSV, la Z Alkmaar. Ça se situe où concrètement aujourd'hui en 2024? Bah, justement, avant, je parlais de Ajax, PSV, Feyenoord. C'est ce gros, Big 3 qui domine l'Eredivisie médiatiquement, sportivement aussi généralement et derrière justement ces 3 gros clubs, il y a, du coup une concurrence pour, savoir qui est la quatrième, qui est la cinquième force du plateau entre AZ et Twente. Hem, on en parlera peut-être un petit peu après, mais Twente qui avait fini troisième la saison passée, donc qui revient vraiment dans le jeu. C'est un club qui, aujourd'hui assez, assez historique, qui a été créé en 1965 et depuis sa création, c'est donc 60 saisons et 58 en 1 division, seulement 2 en D2. Donc ça montre aussi la continuité qu'a eu ce club pour s'inscrire pleinement dans le paysage néerlandais, qui a été champion en 2010. C'est l'un des 2 seuls clubs avec AZ justement à avoir, réussi à rafler un titre derrière les 3 gros clubs néerlandais. Donc c'est une très grosse, force, on va dire qui une très grosse place du football néerlandais aujourd'hui. Parce que malgré sa relégation en 2018, si je me trompe pas, c'est un club qui s'est parfaitement reconstruit, qui a profité de cette «relégation» entre guillemets pour, voilà, revenir avec des bases solides et qui depuis est en constante progression et donc, comme je l'ai dit, redevenu une place forte aux Pays-Bas, derrière les 3 gros, Feyenoord, Ajax, PSV. Une place forte avec AZ, voilà, un petit cran en dessous, mais qui reste très, très, très suivi aux Pays-Bas. Tu en as parlé, l'année dernière, ça a été une grande saison pour ce club-là. Troisième au classement, donc là ils ont été reversés en Europa League après un barrage perdu contre Salzbourg. Euh, Comment tu juges leur saison? Est-ce qu'ils ont été au-delà justement des standards? Voilà, comment ça s'est passé cette saison-là? Bah, déjà, quand un club, comme AZ, Twente ou un autre arrive sur le podium, c'est toujours une bonne saison d'aller, voilà, prendre une place à l'un des 3 gros. C'était le meilleur classement de Twente depuis 2014, donc c'est aussi la preuve d'un vrai retour sur le devant de la scène et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant à suivre dans le développement de Twente en tant que club, c'est que, voilà, depuis, je crois il est resté 3 saisons, c'était Ron Jans, qui est aujourd'hui coach, d'Utrecht, qui a ramené cette équipe, ce club dans le hauteur du classement et la saison passée, c'est Joseph Oosting qui a repris cette équipe et qui a justement poursuivi ce très bon travail et qui est même allé du coup chercher cette place sur le podium. On pouvait penser que c'était, voilà, Ron Jons qui tenait tout ce club, à bout de bras, un petit peu à la manière d'un Francaise à Lens et finalement on voit que c'est vraiment le club qui a progressé dans son ensemble et qui est donc, redevenu une place forte, en Eredivisie et comme je le disais donc Oosting qui a pris la suite, qui a encore passé un cap avec ce podium. Et puis tu parlais du barrage de Ligue des champions perdu face à Salzbourg. Ça reste quand même, malgré cette troisième place, acquise la saison passée, un effectif qui est encore, un petit peu trop faible, un petit peu trop limité pour lutter pour une place en Ligue des champions. Donc c'est pas franchement un échec de les voir entre guillemets «seulement» en Europa League qui représente un petit peu plus leur niveau. Mais la saison passée, c'est dans la continuité du renouveau qui s'opère au club depuis 5 6 ans avec, voilà, un club qui progresse, qui retrouve un petit peu, son luxe d'antan, même si on est évidemment encore, très loin d'un possible titre de champion qu'il y avait eu en 2010. Alors justement, troisième place, il y a eu également le mercato estival. Est-ce que tu peux nous exprimer un peu voilà, comment s'est passé leur été? Est-ce qu'ils ont pu garder leurs hommes forts? Est-ce qu'il y a eu des mouvements ou est-ce que ils ont plutôt misé sur une forme de stabilité cet été? Bah, malgré la très bonne saison, il y a une certaine forme de stabilité. Il y a 3 départs qui sont notables.
c'est ceux de Joshua Brennett qui est parti, dans le Golfe, je sais plus, je crois que c'est au Qatar, qui était le latéral droit titulaire, mais qui commençait à prendre de l'âge, donc c'est pas non plus une énorme perte. Il y a le capitaine Robin Proper, défenseur central, qui est parti du côté des Rangers, qui a été bien vendu et qui, certes dans le vestiaire avait une vraie importance, mais sportivement a quand même des successeurs qui sont si bien armés pour prendre sa suite. Et le gros départ, c'est surtout celui de Chris Smal, qui était, le latéral gauche, qui est parti librement du côté de Feyenoord, qui était, selon moi, quand il était à Twente, c'est un petit peu plus dur depuis le début de saison, mais quand il était à Twente, qui était le meilleur latéral gauche du championnat. Mais c'est, on en parlera peut-être aussi dans les individualités. C'est Anas Salaheddine qui a pris la suite et qui reste, là aussi une des valeurs sûres de ce championnat. Et au rayon des arrivées, il y en a aussi, là deux trois qui sont assez marquantes. Celle de Sam Lammers, qui est le numéro 9 de cette équipe, qui est assez performant depuis le début de saison, qui est un 9 très important dans le jeu, assez complet et qui est dans la continuité de sa très belle saison à Utrecht la saison passée. Bart Van Rooij aussi, qui est un latéral droit qui est assez jeune, mais qui a quand même pas mal d'expérience, pas mal de saisons en Eredivisie, qui est titulaire aussi avec cette équipe. Et puis pour le reste, on a eu quelques arrivées, mais qui sont plus, là pour, renforcer la rotation, renforcer la profondeur de l'effectif. Mais dans l'ensemble, c'est un mercato assez bien mené, de manière assez intelligente et qui a permis à cette équipe de rester assez équilibrée, sans faire de folie, malgré une possible qualification en Ligue des champions. Justement, ce début d'année, comment ça s'est passé en championnat? Je vois une cinquième place en championnat, quatrième meilleure attaque avec 22 buts marqués, meilleure défense à égalité avec le PSV et l'Ajax. Et en Europa League, eh bien, c'est 2 points avec 2 matchs nuls, notamment un à United, un autre contre le Fenerbahçe de Mourinho et une défaite à domicile contre la Lazio qu'on a aussi rencontré. Sur le papier, d'une manière très brute, sans avoir suivi dans le détail, ça a l'air quand même d'être plutôt un bon début de saison. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est plutôt correct. En Eredivisie, la moyenne de points, elle est un petit peu plus basse que la saison passée. Aussi parce que le calendrier était pas facile et parce qu'aussi cette équipe souffre pas mal de l'enchaînement des matchs. Donc ça perd des points sur quelques matchs qui sont, évitables. Mais dans l'ensemble, c'est assez positif, même dans le jeu, ça s'inscrit quand même dans la continuité. Et en Europa League, tu en as parlé, difficile quand même de faire un calendrier, plus difficile avec United, avec le Fenerbahçe et avec cette défaite face à la Lazio. La défaite face à la Lazio, elle est assez difficile à analyser parce qu'il y a eu ce rouge dès la 10e minute du gardien, Lars Oenerstal, qui est une valeur sûre de cette équipe, l'un des leaders. Et à 10 contre 11 dès la 10e minute, en perdant ton gardien numéro 1, c'est assez compliqué de faire un résultat. Mais les 2 matchs nuls, face à United et face au Fenerbahçe, qui sont 2 équipes, assez malades, mais qui ont quand même le mérite d'être remarquées, parce que c'est 2 équipes qui sont bien plus expérimentées, bien mieux armées aussi individuellement que Twente, et notamment le match face à Old Trafford, qui est un match référence où, Twente a fait un très, très bon match, notamment collectivement. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif, même si comptablement, pour espérer un printemps européen en Europa League, faudrait maintenant prendre des points. Oui, parce que pour l'instant, c'est une 21e place sur 36. Nice est à 32e dans cette phase de championnat, nouvelle formule des compétitions européennes. Donc ce match de jeudi, il est aussi important pour l'OGC Nice que pour le FC Twente. On va parler un peu plus du coup de tactique et ce qu'on voit sur le terrain. C'est quelque chose qu'on apprécie dans l'émission et qu'on essaye de développer un tant soit peu d'une manière claire avec notre sensibilité. Les principes de jeu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est quel type de football concrètement euh, le FC Twente? Est-ce que c'est quelque chose on va dire, de très moderne, à savoir voilà, beaucoup de pressing, un bloc haut, des transitions rapides voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, déjà, toutes les équipes néerlandaises ont un petit peu le même style de jeu. C'est un petit peu le cliché de l'équipe néerlandaise qui s'ouvre pas mal, qui est assez ambitieuse, sans ballon, avec un bloc haut. C'est le cas de Twente en championnat, où 80 du temps ils sont dominateurs, mais le visage entre le championnat et en Europe, il a différencié, parce qu'en Eredivisie, il y a une belle capacité
à travailler en phase de possession haute où, voilà, Twente a souvent la balle dans le camp adverse et arrive plutôt bien à travailler les blocs adverses avec des profils techniques et à l'aise en attaque placée. Tout ça, on le voit un petit peu moins en Europe parce qu'évidemment, Twente est un petit peu moins armé. Quand tu vas à Old Trafford, tu peux plus difficilement mettre en place ce genre de phase, mais c'est une équipe qui est performante aussi bien en attaque placée qu'en transition. C'est une équipe assez complète, sur ce plan-là, qui joue, bah, c'est un petit peu la mode aujourd'hui, un 4-2-3-1 avec des latéraux inversés qui viennent beaucoup dans le cœur du jeu, dans les demi-espaces. Il y a une très grosse utilisation des demi-espaces du côté de Twente. Tout à l'heure, je parlais de Salah Eddine sur le côté gauche. C'est, typiquement le genre de latéral gauche, très technique, qui est pas forcément, le plus rapide, qui va pas forcément être, celui qui va prendre son couloir, mais qui, dès qu'il entre dans le cœur du jeu, où il a aussi pas mal évolué quand il était un petit peu plus jeune, voilà, il vient amener des supériorités intéressantes. Il s'en sort pas mal dans la densité c'est un petit peu le style de jeu de Joseph Housting qui va chercher des supériorités dans le cœur du jeu à la construction pour voilà, pour faire remonter le bloc et donc après arriver devant avec, un homme dont on reparlera, sûrement un petit peu plus tard, mais Sem Stein qui est un petit peu le maître à jouer de cette équipe. L'objectif, c'est de le trouver lui et de trouver Sam Lammers et voilà, en passant par les demi-espaces, trouver des positions de tir dangereuses et défensivement, on va dire, c'est pas l'équipe d'Eredivisie qui, voilà, a le bloc le plus haut. Généralement, ça hésite pas à se mettre en bloc médian, à pas trop s'ouvrir non plus et voilà, avec des lignes assez, rapprochées entre la défense et l'attaque. C'est souvent un 4-4-2 en phase défensive, avec du coup le 10 qui vient aux côtés du 9. Et voilà, des lignes assez rapprochées, rarement sur plus de 15-20 mètres quand, la défense est bien placée et qui est aussi assez dense dans l'axe, qui laisse pas mal d'espace dans les couloirs. Donc ce qui peut aussi convenir à Franquès qui, aime beaucoup utiliser les couloirs avec ses pistons notamment. Alors, justement, on a parlé des principes de jeu, du dispositif. Quels sont les joueurs, tu en as déjà un peu parlé, mais incontournables dans ce 11 qu'on s'attend à voir jeudi? Bah, justement, il y en a un dont je parlais, c'est, l'homme fort, l'homme qui prend un petit peu toute la lumière du côté de Twente, c'est Senstein, numéro 10 de 22 ans. C'est un numéro 10 assez atypique, il a un profil, spécial pour son poste. Il a une énorme frappe de balle, il est, très, très, très décisif, c'est 8 buts et 2 passes D en 10 journées. Le souci, c'est qu'en Europa League, il faut aussi relativiser avec, l'adversité où il avait un petit peu moins d'opportunités, bah, il n'a pas encore été décisif, donc il se fait attendre, en Europe. C'est un numéro 10 qui est, assez petit, donc a un centre de gravité, assez bas, mais qui dégage aussi une énorme puissance, qui est un vrai petit buffle, qui, résiste bien au duel et comme j'ai dit surtout, qui a une énorme frappe de balle, qui a énormément aussi de personnalité dans son jeu et puis qui est aussi le maître à jouer de cette équipe parce que son jeu sans ballon, il est assez intéressant. Il est très important tactiquement pour faire, bouger les lignes adverses. Donc pour résumer, c'est pas le 10 le plus passeur ni le plus dribbleur, mais c'est le joueur à surveiller clairement du côté de cette équipe, même s'il faut encore qu'il fasse ses preuves en Europe. Mais c'est un numéro 10 très orienté vers le but et qui sera sûrement, s'il est à son niveau, l'arme principale du côté de Twente. L'autre arme, entre guillemets, ça aurait été le gardien Lars Oenerstal qui a été exclu face à la Lazio et qui est donc suspendu. Et le souci, c'est que son remplaçant, Przemysław Titon ou Titon, je ne sais pas comment on prononce, qui a 37 ans, qui a 4 matchs depuis 3 ans, est bien, bien, bien au-dessus de lui. Donc là aussi, ce sera une individualité à surveiller, mais pas forcément pour le côté positif. Et puis, si je peux parler un petit peu d'autres joueurs qui sont aussi très importants dans cette équipe, il y a Michel Vlap au milieu, qui est le joueur expérimenté de cette équipe, qui est le 8 très technique, qui pareil, oriente très bien le jeu. C'est plus lui le créateur par la passe que Sam Stein d'ailleurs. Sam Lammers, j'en ai parlé, le numéro 9 de cette équipe qui est très complet, très grand, c'est un vrai point d'appui, mais qui participe, beaucoup au jeu, qui est assez mobile, un petit peu à la manière d'un Evan Guessant, même si c'est moins percutant et moins mobile. Puis les latéraux, Anas Salahedin et Bart Van Rooij dont j'ai parlé qui, voilà, Anas Salahedin plus en tant que latéral intérieur et Bart Van Rooij qui est beaucoup plus offensif, qui prend encore plus son couloir, qui est un peu plus rapide, qui a une très bonne qualité de centre aussi. Les 2 ont parfois des petites limites défensives, mais ça reste quand même très solide et des valeurs sûres
pour cette équipe. Puis en défense, on a aussi, Miss Hilgers qui est, assez jeune, 23 ou 24 ans de mémoire, mais qui est, très expérimenté, qui a commencé déjà il y a 5-6 ans chez les pros, qui est le patron de cette défense, qui est très intelligent. Je pense que son duel face à Evan Gesson sera très intéressant à suivre parce que c'est, le genre de comment dire? D'attaquant qui, aussi peut convenir à Miss Hilgers qui est pas mal mobile. Et puis enfin, il y en a un autre dont j'aurais bien aimé parler, mais qui est depuis le début de saison beaucoup moins bon. Dan Roth, qui était, l'année dernière avec Sam Stein, l'un des 2 meilleurs joueurs de cette équipe et qui depuis le début de saison est assez méconnaissable, qui a toujours pas été décisif, en Eredivisie, qui a en plus eu pas mal de pépins, depuis le début de saison et qui a pas retrouvé comment dire? La flamme qui l'animait la saison passée. On sait même pas s'il sera titulaire d'ailleurs, mais c'est l'ailier droit normalement de cette équipe, à voir s'il sera donc, titulaire face à Nice. Tu as parlé de la dimension tactique, toi qui suis quand même pas mal, on va dire, le football européen et notamment le style de jeu de Franquès qui, on va dire, essaye de reproduire ce qu'il a fait de bien du côté du RC Lens. Comment est-ce que tu imagines un peu l'opposition de style entre les deux identités? Est-ce que tu penses que d'une manière ou d'une autre, l'une des deux équipes peut prendre l'ascendant sur l'autre? Bah, c'est, assez, compliqué parce que Twente cette saison a pas, en tout cas, de ce que j'ai vu et même de ce que j'ai vérifié avant l'émission, a pas affronté encore de défense à 3. C'est quelque chose qui est assez rare aux Pays-Bas où il y a une culture du 4-3-3 qui est encore très ancrée. Et même en Europe, il y a pas eu, voilà, ces défenses à 3, donc c'est assez difficile de se projeter. En tout cas, Twente, c'est un 4-2-3-1 un petit peu façon Monaco pour prendre, le match le plus récent de Nice face à un 4-2-3-1. Évidemment, les individualités sont, beaucoup moins fortes, ça va sûrement beaucoup moins s'exposer que Monaco. Mais en tout cas, dans l'animation, dans les idées globales de jeu, c'est, on va dire, les mêmes idées modernes, entre Joseph Housting et Adi Hütter. Donc, on peut s'attendre à un match, en tout cas dans les animations assez semblables. Le truc du côté de Twente, c'est que c'est un match à l'extérieur et Twente est assez en délicatesse à l'extérieur historiquement depuis la saison passée. Donc ça sera sûrement un bloc, beaucoup plus médian, très équilibré, un petit peu comme ce qui a été montré du côté de United, où c'est le match référence de cette équipe face à un gros en ce début de saison, où tu avais, voilà, un très bon équilibre, c'était très cohérent, il y avait une très grosse concentration, collective sur le plan défensif. Et je pense que si, voilà, ça reste aussi solide défensivement que ça l'a été face à United, ça peut poser énormément de problèmes à cette équipe de Nice qui a pas encore, voilà, des certitudes dans son jeu, qui est encore assez inconstante. Mais voilà, dans l'ensemble, par rapport à Nice, c'est une équipe qui est plus limitée individuellement, mais je pense que collectivement, le projet de jeu, l'avancée du projet de jeu d'Ousting est, bah, justement plus avancée que ce qu'essaye de mettre encore en place Franquès, qui est pas aidé aussi, par les blessures et tous les changements qu'il doit faire, tous les week-ends. Euh, Écoute, Enzo, si tu as tout dit, on peut passer à ton Ouais. pronostic. Va falloir un peu te mouiller. Bon, tu es un peu détaché parce qu'il ne s'agit pas de l'Ajax, mais quand même, voilà. Jeudi, 18h45, match très important. Tu vois les choses comment? Bah, je pense déjà que ça sera un match très serré parce que c'est 2 équipes qui, quand tu additionnes on va dire, je sais pas, les performances, le potentiel individuel et collectif se rapprochent pas mal. Je donnerais quand même un petit avantage à Nice, de par le fait que Nice soit à domicile. Mais honnêtement, ce sera très serré, peut-être un 2-1, mais je serais pas étonné si Twente va faire un résultat vu ce qu'ils ont été capables de faire, jusqu'à présent face à des grosses équipes. Je pense que le match face à la Lazio aussi aurait été un bon révélateur de ce qu'ils sont capables de faire face à des équipes plus en forme que United ou Fenerbahçe. Malheureusement, il y a eu ce carton rouge, mais ça sera aussi ce déplacement à Nice, un très bon révélateur, mais c'est assez difficile à prédire aussi parce que Nice est assez inconstant, tu le sais mieux que moi, et assez compliqué à pronostiquer en ce début de saison. Mais ouais, peut-être un 2-1 pour Nice, en tout cas ce que je vois de plus probable, mais c'est pas évident. Alors, merci. Juste une dernière question. Le rapport à la Coupe d'Europe. C'est vrai que c'était une discussion qu'on a vue avec l'invité qui était venu pour l'émission de Ferencvaros. Aux Pays-Bas, le rapport à la Coupe d'Europe, c'est comment? Est-ce que c'est vraiment tout misé sur la Coupe d'Europe ou
voilà, la priorité reste le championnat. Enfin, tu vois, on se situe comment par rapport à ça? Mais il y a quelque chose qui, du côté des Pays-Bas, pardon, qui est encore plus prégnant qu'en France, c'est que les coupes d'Europe, c'est une énorme manne financière pour les clubs d'Eredivisie. On parle beaucoup des droits télé en France. Avec les anciens droits télé, donc avant l'épisode de cet été, l'Eredivisie, c'était 7 fois moins de droits TV qu'en Ligue 1. Donc voilà, les coupes d'Europe, c'est financièrement, économiquement très important pour les clubs. Et puis même au-delà de cet aspect financier, historiquement, il y a eu évidemment des clubs vainqueurs de la C1, Feyenoord, de l'Ajax plusieurs fois, le PSV aussi. Donc c'est quelque chose qui est très important, je ne sais pas si c'est plus important que le championnat, notamment pour Twente, qui a, lui, un petit peu moins cette culture européenne que les 3 gros, mais ça reste quand même très, très, très important. Il y a quelques années, on avait pas mal de c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais en France, pas mal de discussions sur, voilà, tout donner pour la Ligue 1 et puis, la Coupe d'Europe, c'est le bonus. L'objectif principal, c'est de se requalifier en Coupe d'Europe, via la Ligue 1. Je pense qu'aux Pays-Bas, on joue le coup à fond, parce que aussi le championnat est un petit peu moins homogène, donc tu peux te permettre quand tu reçois des équipes de bas de tableau de 1 division, ça équivaut à, je dirais, un mid-tableau de Ligue 2. Tu peux te permettre de plus, mettre tes efforts sur la Coupe d'Europe. Donc, moi je dirais que c'est quand même une culture, européenne assez ancrée du côté des Pays-Bas, même si Twente n'est pas un club, historiquement, européen. Eh bien, Enzo, je te remercie en tout cas pour toutes ces informations. Je pense qu'après ce numéro-là, vous avez suffisamment d'éléments de contexte pour appréhender eh bien cette rencontre qui va être de toute manière très très importante. Enzo, je te remercie pour tout ça. On se Merci retrouve à eh toi. bien, dans ton émission Box to Box eh bien, tous les lundis soirs de 20h à 22h sur Twitch. Et puis Ça. voilà, sur Twitter notamment pour réagir à l'actualité footballistique diverse. Merci à toi encore une fois. Et puis nous, eh bien, on se retrouvera potentiellement cette semaine pour débriefer cette rencontre contre Twente, ou bien après le match de Lille pour faire un tir groupé sur les 2 rencontres de la semaine. Merci d'avoir suivi ce numéro. À très vite dans le Club Pancho. À bientôt.